nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité à votre chaîne Genor TV, la chaîne qui vous a toujours informé en temps réel. Je suis votre serviteur, Franck Osvaldo, que vous connaissez déjà très bien. Nous sommes sur le plateau de Tolo Belango. Ouais, ici, nous en parlons. Nous évoquons beaucoup de questions ici qui sont relatives à la politique parce que nous voulons que le Congo se développe. C'est tout ce que nous voulons ici. Nous combattons le tribalisme, nous combattons le népotisme, le clientélisme. C'est ce que nous avons toujours combattu ici. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné d'un journaliste de formation. Un journaliste de formation, il est avec moi. Il n'est pas encore à présenter parce qu'il n'est pas à sa première fois sur ce plateau. Vous le connaissez déjà. Chilanda Voine. Vous le connaissez, c'est quelqu'un qui parle bien. Je crois que vous serez très content de lui. Comme je vous ai toujours dit, je n'invite pas des gens qui n'ont pas quelque chose à dire sur les plateaux de Genor TV. J'aime bien inviter les gens qui ont des choses à dire pour édifier mes téléspectateurs. Voilà pourquoi je l'ai invité et vous serez très content. Merci beaucoup. Van, une fois de plus encore. Franck Osvaldo, je vous remercie pour la considération, encore une fois, mais renouvelée. L'estime que vous daignez à ma modeste personne. Ouais. Je dis merci à tous les internautes de partout le monde qui ont pris ou qui voudront bien sûr prendre leur temps précieux et consacré à cette émission importante au cours de laquelle nous allons sûrement dire des choses concernant l'évolution de notre pays. Ouais. Merci encore une fois de l'invitation. Je vous en prie. Comment va Sesanga? Je vais commencer avec lui. Comment va Sesanga? Ouais, comment il va? Parce que je sais que vous êtes dans son équipe, vous collaborez très bien avec lui. Je ne suis pas dans son équipe, je ne suis pas dans l'équipe d'Eli Sesanga, que je salue en passant, c'est un citoyen congolais. Mais néanmoins, vous collaborez. Bon, moi je suis journaliste, je suis un prestataire de service. Et donc, en tant que tel, lorsque un citoyen congolais estime que mon apport peut lui être précieux dans sa vision, je ne peux que lui offrir effectivement mes services. Mais j'estime qu'il se porte à merveille. Après, bien entendu, les élections qui se sont déroulées en 2023, en fin 2023. Dans lesquelles il avait désisté en faveur de Katumbi. Il était candidat parce qu'il il était sûrement porteur d'une vision, la refondation du Congo. C'est effectivement cette vision que tous les Congolais avaient saluée. Simplement pour des équilibres politiques, mais aussi en termes de calcul politique, il avait estimé qu'il fallait aller vers un front commun de l'opposition pour remporter. Et donc voilà ce qui s'est passé sûrement. Voilà, il a estimé qu'il y avait un autre candidat de l'opposition pour que les Congolais portent leur voix effectivement en faveur de ces derniers. Voilà pourquoi il avait renoncer à sa propre candidature, mais son projet sur la refondation du Congo, qui est un projet... Ça continue toujours. Un projet pertinent pour la République. Oui, très pertinent. La preuve que même les gouvernants au niveau du pays qui n'avaient pas jusqu'ici compris l'essence du combat que portait Eli Sesanga sont revenus, j'ai envie de dire, sur quelques éléments de langage. Quand il parle par exemple de la réduction du train de vie de la société, vous croyez que c'est ce qu'on a fait? Des institutions. C'est ce qu'on a fait. Les autorités actuelles avaient refusé ces combats à l'époque, alors que c'est Eli Sesanga qui est le père de ces combats, effectivement. Il a porté, quand il dénonçait par exemple les criminels financiers, notamment ce que nous avons appris dernièrement, le ministre des Finances qui a surfacturé des projets, notamment sur de lampadaires, mais aussi sur les forages. Donc, aujourd'hui, tout le monde lui a donné raison, qu'il avait effectivement porté un combat. C'est dans le cadre effectivement de la refondation du Congo qu'il a dû le faire. C'est un compatriote qui a des idées novatrices pour la renaissance du pays. Mais j'estime qu'après les élections, il avait sûrement un temps de repos. Et voilà, il est en train d'observer. Et aujourd'hui, les temps lui a donné sûrement raison par rapport à ce qu'il avait porté comme combat. Non seulement ce dont on parlait tout à l'heure, quand il qualifiait par exemple les autorités de délinquants économiques, financiers. Et donc, c'était dans le cadre effectivement de protéger... Et des voyous. Vous avez oublié ça, mais ça c'était fort. Non, c'était pas fort parce que
Délinquant, c'était une réplique. Voyou. Non, c'était une réplique quand Sesanga dénonçait par exemple une délinquance financière. On a tous compris aujourd'hui qu'il y a eu la délinquance financière dans le chef de nos autorités. Et curieusement, les autorités se sont ressaisies par la suite pour reprendre les mêmes éléments de langage. Et non seulement il dénonçait cela, il a parlé aujourd'hui de la réduction des trains de vie de l'État. Les autorités sont revenues. Vous estimez que c'est fait? Non, c'est pas chose faite aujourd'hui. Ils ont tenté de répondre les éléments de langage, mais dans l'expression exacte, ils n'ont rien matérialisé à cela. Et donc, c'est tout simplement déplorable, mais j'estime que c'est un compatriote comme tous les autres qui ont de très bonnes idées pour l'avancement du pays, parce qu'entre nous, soit dit franc, ça ne sert à rien de se rejeter. Lorsque quelqu'un a une perception contraire à la sienne, autant l'écouter si effectivement la substance des propositions qu'il émet pour l'avancement du pays permet effectivement à ce que le pays avance. Quoi de plus normal? Collaborer et coopérer, mais on a vécu plus dans un contexte où il y a eu plus de règlements des comptes, et donc au regard de tout cela, les compatriotes d'Elie Sesanga estiment qu'il faut effectivement laisser le temps au temps, mais il n'a pas renoncé, parce que comme avocat, comme je le disais tout à l'heure, tu veux que je parle sur lui. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé parce que j'ai collaboré avec lui sûrement. Mais c'est quelqu'un qui a de très bonnes idées pour la République. Alors, au regard du fait qu'il avait déjà exprimé son point de vue sur le cours de la nation aujourd'hui, quand il proposait par exemple la révision de la Constitution, dans certaines dispositions qui posaient problème, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont revenus sur la nécessité de réviser la Constitution, viennent en retard. Ça veut dire qu'au regard de tous ces aspects, il y a des mais quand même aujourd'hui, il peut être content. Le fait que sa proposition comme tout citoyen, non, comme tout citoyen, il est content, mais il n'est pas content dans le schéma de remplacer la Constitution par une nouvelle. Sûrement, dans notre Constitution, il y a des dispositions qui énervent, mais dans le schéma de ceux qui sont en place, ils veulent effectivement nous ramener une nouvelle Constitution, sinon, effectivement, d'accord. Que nous avons... Je crois que c'est pas le sujet. C'est cela. C'était qu'un biscuit de notre émission. Aujourd'hui, en termes de biscuit, parce que vous avez voulu que je parle de cela, effectivement, alors, il y a nécessité de réviser la Constitution dans certaines de ces dispositions, mais nous savons que cette Constitution de la RDC a des dispositions hautement verrouillées, notamment l'exemple de la disposition la 220. Ouais, 220 qui est intangible. La célèbre disposition de la Constitution intangible. 220 qui est intangible, qui ne peut pas être touchée. Mais il y a effectivement des dispositions qui peuvent être revisées pour l'avancement de la RDC. Et tout cela est contenu dans la proposition qu'avait émise Delis Sesanga Ipung Diakasseng. Donc, si je peux bien vous comprendre, vous êtes dans les lots des Congolais qui soutiennent la révision et non les changements de la Constitution. On ne changera pas la Constitution. Il faut effectivement qu'on comprenne, même si on a perdu le temps sûrement, parce que si on aurait pu prendre la mesure de la situation, on aurait effectivement révisé la Constitution dans certaines de ces dispositions qui fâchent. Mais je ne suis pas partisan, bien entendu, du changement de la Constitution. D'accord, comme c'est pas notre... La Constitution que nous avons, dois-je le rappeler, comme l'avaient d'ailleurs rappelé les doctrinaires de ce pouvoir que nous avons, les ténors de ce pouvoir avaient estimé que nous avons la meilleure des constitutions. Les professeurs, vous corroborez vous avez même cité un de ces ténors du pouvoir. Le professeur Mbata n'avait jamais cessé de clamer que nous avons la meilleure des constitutions. Mais c'est par rapport aux autres constitutions que nous avons connues. Oui, bien entendu. C'est en comparaison, ce n'est pas que c'est la seule constitution, parce que vous savez le débat qui avait été apporté par l'ancien régime, notamment sur le changement de la Constitution, avait été, j'ai envie de dire, récupéré par ces, aujourd'hui, qui sont partisans de ces régimes. Et bon, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire qu'on revise? Oui, la Constitution peut être revisée, mais il y a des dispositions qui permettent effectivement que l'État reste ce qu'il est, la forme de l'État, pour qu'effectivement, on ne soit pas en train de se retrouver devant une fille dévergondée qui peut être manipulée à tout moment, qui peut effectivement être tapotée à tout moment. La Constitution, il y a des acquis qui peuvent être préservés dans cette Constitution, et donc, point n'est besoin qu'on soit dans un schéma du changement de la Constitution. D'accord. Mais je suis bien favorable à la révision de la Constitution. Je vous le concède.
tellement que ce n'est pas notre sujet du jour, ce n'était qu'un simple biscuit de l'émission. Comment va le nouveau gouverneur Moïse Kamboulo? Comment il se porte? Bon, je ne le connais pas à fond. Je sais simplement que la province a dû connaître un nouveau gouverneur, ce qui était effectivement l'attente principale du centre kassaïen, après effectivement qu'on ait assisté à un effondrement, parce que Dion Kabea, dois-je le rappeler, était un scélérat, et tout ce que la population connaît de sa gouvernance, il a été à la base de plusieurs difficultés que la population a connues et continue à en souffrir. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, toutes les maisons de l'État ont été presque spoliées, toutes les maisons officielles, presque toutes les maisons, la grande partie des maisons de l'État ont été spoliées. Lorsque vous regardez la gabegie financière qui a été instaurée en mode de gouvernance, lorsque vous regardez, je vais dire, le mépris qui a caractérisé sa gouvernance, et donc la population en avait le ras-le-bol, et donc elle avait estimé qu'il y avait nécessité de trouver un autre gouverneur qui viendrait effectivement pour non seulement nous raconter des discours, parce que tout ne se joue pas sur les discours, tout se joue aujourd'hui sur les capacités qu'ont les personnes qui prétendent, voilà, les dirigeants qui prétendent effectivement présider aux destinées de cette province, cette capacité qu'ils peuvent disposer effectivement de nous proposer de nouveaux schémas. Ouais. Parce que nous avons des problèmes qui sont connus, des problèmes notamment les problèmes sociaux des bases. Lorsque vous regardez l'accès à l'eau, à l'électricité, la libre circulation de personnes et la protection de personnes et de leurs biens, et tous ces éléments qui forment, j'ai envie de dire, le service des sociaux de base, forment aujourd'hui les tempos, et forment aujourd'hui la matrice des éléments autour desquels se cristallise, au regard du fait que l'inefficacité de la gouvernance, au regard du fait que c'est lui qui était là, malgré effectivement les impressions, parce que c'était une gouvernance assise sur le mensonge, ils sont venus avec des propos du genre, on parle à l'oreille du chef de l'État, et finalement, on a perdu le temps. On a perdu le temps dans leur caprice, dans leur facétie, et la province n'a pas trouvé effectivement son compte. Voilà pourquoi les centres kassaïens avaient estimé qu'il fallait avoir un autre type de gouvernance. Et donc, ce n'est pas un chèque en blanc qu'on va accorder à un nouveau gouverneur. Il est arrivé, je le disais tout à l'heure, sur base de son programme, les députés provinciaux qui sont les élus légitimes de notre peuple ont estimé que c'était lui, le meilleur, parmi les 9 autres qui étaient dans la compétition, sur qui il fallait jeter les dévolus. Voilà, et ils ont fait de lui gouverneur, en attendant bien entendu l'investiture du président de la République pour qu'il ait accès direct à la gouvernance, à la gestion de la province. On estime que les attentes du centre kassaïen lambda continuent à être là, et quand il viendra, il comprendra que ce peuple qui m'a accueilli, derrière cet accueil, à la suite bien sûr de mon élection, il y a des attentes qui doivent être rencontrées. Parce que le mal que nous avons, cher Franck, c'est de considérer qu'il y a des individus, quand ils viennent, avec leurs prétentions de présider aux destinées de cette province, ils présentent de nouvelles idées, mais finalement, quand ils accèdent au pouvoir, ils oublient tout, ils commencent à obéir, entre guillemets, aux dictats de ces individus perchés en dehors de notre province qui pensent qu'il fallait que le gouverneur soit des télécommandes qu'il gère à distance. Alors, on estime que le nouveau gouverneur qui est arrivé, personnellement, je lui ai posé des questions juste au lendemain de son élection, il a estimé qu'il n'était pas une marionnette, parce que l'une des attentes que nous avons, c'est d'avoir un gouverneur qui vient assurer la cassure avec la gestion par par procuration. Ça veut dire qu'il y a des individus perchés à Kinshasa ou sous d'autres cieux qui estiment que ce sont eux qui ont des propositions à faire, qui ont des idées à émettre, qui décident sur l'avenir de la province. On a besoin d'avoir un gouverneur qui s'assume.
clin d'œil à Martin Kabouya, qui a été victime de cela, effectivement, parce qu'il a estimé que quand on est gouverneur, on est assez responsable. Martin Kabouya Moulambaka Bitanga était à ce type de gouverneur parce qu'il avait estimé que, point n'est besoin, que quand on accède aujourd'hui à la gestion, au lieu que le peu de ressources qui sont mobilisées localement, au lieu de servir effectivement pour les intérêts du peuple centre-kassaïen, que ces peu de ressources servent aux intérêts des individus qui n'ont rien à voir avec la gestion directe. Et donc, il en a été victime parce que certains bonzes, certains citoyens extrêmement mal intentionnés en dehors, bien entendu, de la province, avaient estimé qu'il fallait se débarrasser de lui, et bien il est parti. Et donc on a besoin, la population du Kasaï central a besoin d'un nouveau type de gouvernance, un type de gouvernance qui est centré essentiellement sur ses préoccupations. Plusieurs personnes disent que nous n'avons pas de ressources, c'est un mensonge crapuleux. Comment est-ce que nous pouvons être dotés de toutes ces ressources naturelles et que, au-delà bien sûr des ressources naturelles, qu'on ait cette crème scientifique qui réfléchit, qui pond une réflexion importante, on ne puisse pas se développer. Non, c'est simplement des guéguerres qui nous laissent à la traîne. Mais j'estime que le gouverneur qui est arrivé sera un fédérateur. Il comprendra qu'il est nécessaire de fédérer les énergies autour des préoccupations des centres kassaïens et y apporter des solutions. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suffisamment du temps de vous exprimer quant à cette question-là. Nous allons aborder maintenant la question de la sortie du gouvernement. Parce que c'est ce qui continue de défrayer la chronique. Ça fait couler encre et salive aujourd'hui. Les Congolais sont divisés. On a beaucoup attendu ce gouvernement. Je crois que ça fait à peu près 181 jours, 182 jours comme ça pour que le gouvernement sorte. Et aujourd'hui, nous avons ce nouveau gouvernement. Certains Congolais estiment que ce n'est pas un nouveau gouvernement, mais ce n'était qu'un simple remaniement de l'ancien gouvernement. Parce qu'on a reconduit une grande partie des anciens ministres. Il y en a aussi qui estiment que c'est un changement effectif du gouvernement. Qu'en pensez-vous quant à cette question? Bon, j'ai plusieurs leçons. Merci de la question que vous posez en rapport avec le gouvernement de la République. J'ai plusieurs leçons personnelles que je note par rapport à ça. La première leçon, c'est que nous avons perdu inutilement le temps. On a été plongé dans le manœuvre dilatoire et inutilement chronophage. De manœuvres qui nous ont pris du temps. Parce qu'effectivement, lorsque vous regardez ces gouvernements de 54 ministres, vous vous dites finalement, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau gouvernement ou il s'agit juste d'un remaniement? Donc, je suis effectivement d'avis, c'est la première leçon, que nous avons assisté à un remaniement du gouvernement Samaloukonde 1 et 2. Parce que l'essentiel des ministres qui font partie, l'essentiel des membres qui font partie effectivement de cette nouvelle équipe de Mme Judith Soumino ont été effectivement reconduits. Et donc, est-ce qu'il fallait qu'on perde tous ces temps pour nous proposer une telle équipe? Est-ce qu'il fallait qu'on perde tous ces temps, qu'on soit dans des tractations, comme je le disais tout à l'heure, inutilement chronophages, pour qu'on nous réserve une telle ossature? Dieu seul sait qu'est-ce qui a été à la base, effectivement, de cet état des choses. Alors, la deuxième leçon qu'il faut noter de ces gouvernements, c'est que c'est un gouvernement déséquilibré. Est-ce que vous sentez... Dans quel sens? Je m'exprime, j'y arrive. Lorsque vous pénétrez ces gouvernements, vous sentez que les autres provinces ont été significativement servi. Vous parlez en termes de représentativité? Non, parce que j'arrive, parce que le seul principe qu'impose la Constitution de la République, c'est le principe de la représentativité. Oui, mais la représentativité ne doit pas aussi ignorer la notion de l'équité. De l'équité, oui, voilà. De l'équité, mais lorsqu'on constate qu'au-delà, bien entendu, de la représentativité, il y a des déséquilibres sur le plan du nombre de personnes qui sont issues d'une même province, qui appartiennent à une équipe gouvernementale, ça énerve. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces, cher Franck. Si on est dans une logique simple, parce que c'est même, j'y arrive, ces mêmes personnes nous ont dit qu'elles étaient dans la logique
de réduire les trains de vie de l'État. des institutions. Voilà. S'ils étaient dans la logique de réduire les trains de vie de l'État, ça veut dire qu'on aurait un gouvernement de 20 personnes, non, 25 personnes. Mais aujourd'hui, on est parti de 57 à 54, c'est qu'il n'y a pas eu de différence majeure au gouvernement de Samalou Kondé. Et donc, on est toujours là dans un contexte où on a une équipe gouvernementale budgétivore. Mais déjà, ils ont péché parce que j'ai suivi, avant la sortie du gouvernement, le proche, bien sûr, ceux qui sont dans le cabinet du président de la République, ont estimé dans leurs premiers commentaires qu'on allait virer vers la réduction des trains de vie, des institutions et de l'État en réduisant la taille de l'équipe gouvernementale. Mais est-ce que réduire veut dire partir de 57 à 54? Oui, il s'agit de la réduction. Est-ce que cette réduction est significative, a un impact significatif sur l'utilisation de ressources de l'État? Voyez-vous, ça c'est un problème. Alors le troisième élément essentiel que je dois considérer comme la troisième leçon, c'est que nous avons été entraînés dans les caprices des individus. Ouais. Je ne peux pas comprendre, comme je me posais la première question, que les mêmes personnes estiment que ce sont elles qui doivent être là. Doivent être là et donc qui doivent être reconduites. C'est que lorsqu'il s'agit de la République, toi et moi, nous ne pouvons pas devenir de ministres. Ça veut dire que c'est les mêmes individus qui doivent revenir. Ça veut dire qu'il y a eu des permutations. Vous avez vu le cas de Jean-Pierre Bemba, qui est allé à la Défense, qui est allé à la Défense, et tout de suite, c'est déjà les transports aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, cher ami? Est-ce qu'on n'a pas autre chose à proposer que ça? Vous avez nous qui était à l'ESU, qui part de l'ESU, et aujourd'hui il est au développement rural. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Et donc, en gros, la grande leçon qu'il faille retenir, c'est qu'il y a eu un déséquilibre qui ne dit pas son nom. Lorsque vous prenez, par exemple, l'exemple de la province du Kasaï central, nous n'avons pas été respectés. Non, mais il y a Tchela Kamba qui est là. Non, nous n'avons pas été respectés. Parce que vice-ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a des provinces qui ne sont pas retrouvées. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que vous avez quand même les vice-ministères. Je parlais bien sûr de ces déséquilibres. Parce que nous avons quand même des provinces qui ont 3, 4 ou 7 ministres à elles seules. C'est pas sérieux. Ça veut dire que si on est dans la logique du principe qu'impose la Constitution, la représentativité, on a un gouvernement de 54 ministres. La logique simple serait que chaque province ait un ministre et une vice-ministre. Ou un vice-ministre. Mais curieusement, vous avez des provinces qui ne se retrouvent pas. Et au Kasaï central, par exemple, on affecte une vice-ministre. Qu'est-ce que ça veut dire être vice-ministre? Ça veut dire qu'on est juste une figurante. On n'a aucun droit d'émettre un avis délibératif dans les discussions du gouvernement. Ça veut dire qu'au Conseil des ministres, qu'est-ce qu'un vice-ministre ou une vice-ministre va dire? Ça veut dire que c'est le patron du portefeuille qui aura effectivement une voix délibérative à émettre. Et donc ça veut dire que toutes ces tentacules nous poussent effectivement à poser des questions. Est-ce que ne serait-ce que pour ça il fallait qu'on perde tout ce temps? Parce que si on savait en réalité... Donc vous regrettez parce que les Kasaï central ne s'est pas retrouvé? Oui, non, en fait, c'est pas moi qui regrette, mais lorsque aujourd'hui vous posez la question au centre Kassaïen... Non, parce que ici vous représentez les centres Kassaïens. Vous posez la question au centre Kassaïen, ils vous disent clairement que depuis le premier mandat de Félix Tshisekedi, ils n'ont pas été respectés, ils ne se sont pas retrouvés. Parce que même le ministre de l'Agriculture qui avait été accordé au ministre de Demba, comment il s'appelle? Non, c'était social, hein? Oui, les affaires sociales qui avaient été accordées à Modeste Moutinga Moutouchaï, l'ancien sénateur. C'était une composante, bien entendu, des Ensemble pour la République. Oui, ça veut dire que dans le schéma mental du président de la République, si Ensemble avait décidé d'accorder ces ministères à une autre composante de la nation, et donc la province du Kasaï central se retrouverait sans portefeuille, sans ministère. Et donc aujourd'hui, qu'on parte de cela à avoir un vice-ministre ou une vice-ministre, on s'est dit effectivement que la province n'a pas été honorée. Mais dans les premiers mandats de Fachi, vous avez été représenté là-bas. Il y avait beaucoup de conseillers du Kasaï central ici qui étaient autour du président. C'est ça la mauvaise perception. Je voudrais ici... C'est un problème. Même si on vous avait accordé
4 ou 5 ministères comme vous le voulez. Voilà ce que je vais dire. Tu penses vraiment que ces ministres-là... Voilà ce que je vais dire. Le problème n'est pas qu'on accorde au Kasaï central plus des ministères que les autres provinces. Ouais. Ça veut dire qu'on soit dans un contexte où l'équilibre est constaté. Où la représentativité des provinces respectée, parce que c'est le seul principe. Qu'est-ce que ça allait changer? Non, j'explique parce que c'est la question. On se bat pour la représentativité. La question est fondamentale. Nous savons qu'il y a beaucoup de provinces qui étaient représentées au Conseil des ministres. La question, mais ces gens n'ont rien foutu dans ces provinces. La question que vous posez est fondamentale, Franck. La question que vous posez est fondamentale. À quel point? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la question sociale. On dit des sociales. Ouais. Lorsque vous êtes chez nous ici, il est clair de constater que quand vous avez le vôtre qui a une responsabilité au niveau du gouvernement, à ces derniers vous assignez des missions, à ces derniers vous assignez des attentes. Ouais. Vous dites que nous attendons de vous ceci et cela. Mais Moutinga était là des affaires sociales, qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il allait faire en tant que ministre des Affaires sociales? Ça veut dire que c'est un ministre qui ne s'occupait que des cadavres quand il y a des catastrophes. Il intervient. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il y a des questions fondamentales qui doivent être effectivement posées, cher Franck. Alors, je disais, dans la logique normale, dans la perspective d'une logique normale, si on veut respecter la question relative au social, parce que l'UDPS prône par exemple le social, la démocratie, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ouais. Qui est aujourd'hui, je vais dire, le terme essentiel qui résume la vision de la gouvernance que nous avons. Dans les social, ça veut dire que même lorsque nous sommes dans nos quartiers et que vous avez votre propre frère du quartier qui participe à une haute sphère de prise de décision, ne serait-ce que dans son environnement, il y a un changement. Même s'il ne fait rien au quartier. Non, c'est ainsi que vous m'avez entendu dire ici, que lorsque vous avez le vôtre, vous lui assignez des missions, vous lui assignez effectivement des attentes par rapport à la responsabilité qu'il a dans le gouvernement. Et donc, l'essentiel c'est que le vôtre soit là. L'essentiel c'est que le vôtre soit là. Et s'il ne fait rien, vous savez comment vous allez lui faire des remarques à l'interne. Mais quand vous ne l'avez pas, c'est différent. Ça veut dire que tous les débats tournent, en tout cas, sur cela, effectivement, et vous n'aurez rien. Lorsque vous regardez les questions que nous avons au niveau de la région du Kasaï, parce que dois-je ici rappeler que le Kasaï central a été conçu comme le moteur du développement de toutes les autres provinces qui sont issues du démembrement de la région du Kasaï. Et donc, s'il y a question du développement, cette question doit effectivement se régler à partir des Kananga d'abord. Le Kasaï central. Mais comment voulez-vous qu'une province comme celle-ci, qui a toujours voté pour le président de la République, ou qui a toujours fixé son espoir dans les dirigeants du pays, l'exemple que pendant, bien entendu, les cycles électoraux que nous avons eus avec Félix Tshisekedi, il a été massivement élu ici. Voilà, c'est une question d'injustice, parce que je finis, ne m'interrompez pas, Franck. C'est que je dis. Pourquoi vous citez toujours Félix dans cette histoire ici? Non, c'est Félix Tshisekedi. N'oubliez pas que le gouvernement que nous avons ici, c'est un gouvernement de coalition. Non. Tous ces noms-là lui ont été proposés. C'est vous qui pouvez. Coalition avec qui? Parce que lors du premier mandat, ce n'est pas un gouvernement de l'UDPS. Non, je ne fais que vous relancer. Alors, si ce sont des relances, je voudrais ici vous dire clairement que si vous avez toujours trouvé des excuses pour le président de la République, c'est une grave erreur. Pour quelle raison? Lors du premier mandat, l'excuse, oui bien sûr, entre nous soit dit, lors du premier mandat, l'excuse était trouvée, c'était la coalition FCC. FCC cache. FCC. Mais ça aussi, c'est le gouvernement de l'Union sacrée. Non, s'il vous plaît. L'Union sacrée est une idée principale qui a été générée par. Mais constituée de différents partis politiques. S'il vous plaît, ça veut dire que vous suivez, quand vous faites partie d'un courant idéologique qui a pris naissance, qui a pris corps par la réflexion de celui qu'on appelle Félix Tshisekedi, qui est la haute autorité de l'Union sacrée, ça veut dire que tous ces caprices auxquels on assiste ne pouvaient pas exister. Logiquement, ce n'est qu'une réflexion simple et normale. Ça veut dire que le président de la République aujourd'hui n'a plus le droit de recevoir nos excuses. Ça veut dire que c'était lui. Bon, comme d'ailleurs la Constitution lui donne un pouvoir assez essentiel,
exorbitant. On dit de lui, par la Constitution, qu'il est le garant de la bonne marche des institutions, ne serait-ce qu'au regard de ses statuts, par les discussions qui peuvent être entamées pour la formation du gouvernement, ça veut dire qu'il a un rôle à jouer, un rôle très essentiel, primordial à jouer. On ne peut pas constater ces déséquilibres avec lui, parce que lui nous a parlé, bien entendu, du progrès social, et il devait être le premier à respecter le terme de la Constitution qui consacre le principe de la représentativité. Et donc, les déséquilibres, oui, bien entendu, c'est ainsi que je ne voudrais pas qu'on reste. Nous avons Maniema qui s'est pas aussi retrouvé. C'est ce que j'ai dit. 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 Nous avons 26 provinces. Non, ça veut dire que lorsqu'il y a une injustice, même si ce n'est pas vous qui la subissez, cette injustice doit être dénoncée. Ça veut dire que nous, au niveau du Kasaï, le ras-le-bol que vous avez suivi depuis la sortie du gouvernement se justifie par le simple fait que les autres citoyens d'ici, plusieurs citoyens d'ici, estiment qu'ils ont été roulés. Ça veut dire que la caution morale qu'ils ont accordée à ce régime de Félix Tshisekedi n'a pas eu de fait rétroactif. Et donc, il n'y a pas eu de retour, effectivement, par rapport à ce qu'ils attendaient de ces régimes. Et donc, c'est normal qu'on s'exprime. Les autres provinces qui ne se sont pas retrouvées... Alors, il faut être précis. Voilà pourquoi... Vous parlez du Kassai central seulement ou de l'espace Grand Kassai? Non, moi je parle de Kassai central. Non, je parle des normes. Les normes constitutionnelles imposent le principe de la représentativité. Ça veut dire qu'il y a des provinces qui ne se sont pas retrouvées, ou les provinces dans lesquelles vous sentez il y a un nombre élevé de ministres... Entre autres. Non, en tout cas, vous les connaissez. Lorsque vous prenez aujourd'hui le gouvernement, vous vous dites qu'effectivement, il y a une province à elle seule. C'est laquelle, le Voine? Non. Citez-moi la province. Les ministres, il faut être précis. Les ministères sont là. Et donc, ça veut dire clairement que ces provinces qui ont eu plus de ministres n'avaient pas vraiment le droit d'en avoir autant de ministres. Mais citez-moi, ne serait-ce qu'une province. Il y en a eu beaucoup. C'est pas les débats aujourd'hui, mais lorsque vous prenez, vous avez des ministres, vous avez des provinces qui ont eu 5 ministres à elles seules, vous avez des provinces qui ont eu 7 ministres, et vous avez des provinces qui ont eu 4 ministres, il y a des provinces qui n'ont eu aucun ministère. Il y en a aussi qui n'ont pas retrouvé. Donc voilà ces déséquilibres dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ne serait-ce que pour le respect de la Constitution, nous pensions que le président de la République, Félix Tshisekedi, pouvait être le seul à respecter effectivement ces termes de la Constitution qui imposent le principe de la représentativité. Mais un autre élément, et non le moindre, que je considère qu'il fallait effectivement réveiller sur le plateau de Genor TV, c'est de dire clairement qu'en dehors de tous ces calculs politiciens, parce qu'on a été traîné parce que les hommes politiques devaient s'entendre, mais est-ce que dans le pouvoir discrétionnaire du président de la République, on ne pouvait pas penser autrement que de penser recruter que ceux qui appartiennent aux partis politiques. Parce que les débats aujourd'hui qui existent après la sortie du gouvernement, vous avez même vu Acer de qui estime, sans clairement le dire, déçu. Oui, parce que j'ai suivi, quand vous lisez effectivement l'expression faciale d'Eliezer dans cette interview qui est passée, vous sentez qu'il ne veut pas clairement exprimer sa déception. Mais il est lésé, il est déçu. Mais il y a des partis politiques qui estiment que par rapport à leur poids politique, il fallait avoir plus que ce qu'ils ont obtenu. Est-ce qu'il faudrait que tout le monde soit dans ce gouvernement? C'est un débat. Est-ce qu'il faudrait que tout le monde, entre-temps... Je ne pense pas que c'est tout le monde. Laissez-moi finir, parce que ce que je dis est essentiel. Ces débats-là, aujourd'hui, si vous suivez plusieurs analyses qui sont émises sur le plateau de télévision, il y a des gens qui estiment que, par certains partis politiques qui ont été mécontents après la sortie du gouvernement, qui ont eu des fois 2 ministres, 3 ministres, même s'ils avaient plusieurs élus, ces partis estiment que au nombre d'élus qu'ils ont à la Chambre de représentants devait correspondre le nombre de ministres qu'ils devaient avoir dans cet appareil du gouvernement. Je pense que c'est un débat farfelu, c'est un débat complètement inutile. Nous pensons que le respect de la Constitution, c'est en rapport à cette matière, c'est notamment recourir à ce que la Constitution prévoit, la représentativité. Et donc, au niveau de la représentativité, le président de la République, parce que nous n'avons pas un gouvernement minorisé, nous avons plusieurs membres du gouvernement. C'est un gouvernement vraiment éléphantesque. Mastodonte. Et donc, moi je pense
je pense clairement que le président de la République devait penser à recruter d'autres citoyens. Parce qu'ils existent, qui ne sont pas membres des partis politiques. Mais nous sommes dans quel contexte, cher ami, où pour assumer les fonctions réelles, les fonctions de responsabilité dans ces pays, il faut appartenir à un parti politique. Et donc c'est une question qui doit logiquement être rejetée. Aujourd'hui, si on veut que notre pays avance, je ne pense pas que c'est un critère objectif pour appartenir à un gouvernement. Il faut être membre d'un parti politique. Ouais, nous avons des érudits dans nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire, dans la vie sociale, des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont des compétences réelles. Qui sont compétents. Parce que c'est en recourant à ces genres de mécanismes que vous avez vu certains ténors de ce que vous appelez aujourd'hui, de la majorité de ce que vous appelez aujourd'hui l'union sacrée, c'est rentré dedans. Il y en a qui ont proposé le leur, que ce soit pour la formation, bien entendu, du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vous avez vu que c'était d'abord les membres de leur famille. L'avidité, la gourmandise, on a voulu, en tout cas, instaurer un rapport avec le réflexe que les caciques de l'actuelle majorité ont donné. Ils ont voulu instaurer une sorte d'oligarchie. Une sorte de l'oligarchie où ce sont eux qui se retrouvent je vais dire, une sorte de népotisme. Je crois que c'est des questions autour desquelles nous devons réfléchir pour que ceux qui forment le gouvernement doivent ouvrir les et les bons. C'est vrai, je ne dis pas que les anciens ministres ne pouvaient pas revenir. Il y en a qui ont sûrement fait un travail de titan. Et donc, il devait être reconduit, mais je ne pense pas qu'il devait être reconduit à cette proportion. Donc, il fallait que ceux qui ont assisté à la formation du gouvernement pensent aussi à ceux qui ne sont pas actifs dans les partis politiques, mais qui ont fait leurs preuves dans la vie sociale, qui devaient effectivement assister à cette équipe gouvernementale et produire une réflexion pour l'avancement du pays. Donc, en gros, il faut noter ces 3 leçons. On a perdu le temps. Deuxièmement, on a été entraîné dans les manœuvres de politiciens. Troisièmement, il ne s'agit pas d'un nouveau gouvernement, il s'agit d'un remaniement du gouvernement. D'accord. De 1, 2. Et quatrièmement, il faut noter ces déséquilibres. C'est ça d'ailleurs la grande leçon qu'il faille noter. Après la sortie de ces gouvernements, on a perdu le temps de faire un travail de qualité pour nous proposer aujourd'hui une équipe du gouvernement, non seulement éléphantesque, qui va encore être budgétivore, mais qui va, au demeurant, être, je vais dire, très déséquilibré. Merci beaucoup. En vous écoutant parler, vous voulez insinuer que le Kassai central est déçu du régime l'UDPS? Non, mais c'est le cas de les dire. C'est le cas de les dire. Lorsque vous regardez le suffrage qu'a obtenu le président de la République, il n'y a aucune province qui a dû donner un score aussi important que le Kassai central. Je pense que cette manière de remercier le centre kassaïen est inadéquate et elle fait appel, je vais dire, à une déception. Déjà au départ, le premier mandat est terminé du président de la République. Il y avait des attentes autour desquelles s'est cristallisé je vais dire, le besoin ou les préoccupations des centres kassaïens. C'est notamment qu'on ait le barrage de Katende, qu'on ait la route Kanankalamambouji, qu'on ait l'interconnectivité au niveau de la province, au niveau de la région du Kassai. Mais vous avez, sans peur d'être contredit par quiconque, aucune de ces attentes n'a été rencontrée au niveau lors du premier mandat du chef de l'État. Alors, de constater qu'au début du deuxième mandat du président de la République, qui a été, dois-je rappeler, de nouveau élu avec un score très élevé par le centre kassaïen, considérer qu'ils n'ont pas de responsabilité, parce que la logique ici, c'est de dire que les gens ont accusé Joseph Kabila, qu'il était le démon. C'est lui qui était à la base du malheur du centre kassaïen. Mais dois-je ici rappeler que lors de l'existence de Joseph Kabila à la tête de la province, cette province du pays, cette province était valablement représenté dans le gouvernement. Vous avez vu les Denis Kambaï, le professeur Bocha, vous avez donc vous avez des individus appartenant à cette région qui ont assuré des responsabilités importantes dans le gouvernement. Et donc le problème n'était pas à ce niveau-là. Le problème, c'est de constater que après, bien entendu, la confiance renouvelée au chef de l'État, il fallait que les citoyens de cette région goûtent aux délices
et qu'ils soient autrement récompensés que de la manière dont ils sont récompensés. Et donc, j'estime, sans peur d'être contredit par quiconque, que lorsque on vous accorde un vice-ministère, ce vice-ministère n'a pas une voix délibérative. On l'a dit tout à l'heure, lors des conseils des ministres, je me pose la question, ma foi, qu'est-ce que la vice-ministre, notre Tchela Kamba, la pauvre, va faire? Voyez-vous? Et donc, voilà, donc, ça veut dire que les ras-le-bol exprimés dans la population, c'est effectivement celui que nous relayons. Nous sentons effectivement que ce qui se raconte dans l'opinion au Kasaï central est une expression d'un mécontentement, d'une déception. Parce que déjà, lors du premier mandat, la population était partagée entre la déception et le désespoir. Et aujourd'hui, la déception a été confirmée lors du premier mandat parce qu'ils n'ont rien eu, entre nous soit dit. Parce que sur leurs attentes, aucune d'elles n'a été rencontrée. Mais le désespoir, c'est de constater que malgré leur confiance renouvelée en Félix Tshisekedi, ils se retrouvent aujourd'hui déçus. Et donc, leur point de vue qu'ils expriment dans l'opinion me paraissent fondamentaux. Mais n'oubliez pas aussi que nous sommes encore au début du mandat. Il n'a pas encore fait une année. Non, mais c'est ce que je dis. Après déjà 3 ans. S'il y a des remaniements, oui. Parce que nous avons des problèmes urgents ici auxquels la gouvernance de Félix Tshisekedi, la gouvernance au niveau du sommet de l'État devait rencontrer. Et donc, si ces problèmes n'ont pas le représentant de cette région, au vrai sens du terme, qui sont dans le gouvernement, est-ce que ces problèmes auront une célérité dans leur traitement? C'est déséquilibré. Lorsque vous regardez, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas de route. On a un problème cher ami. Ces problèmes devaient être pris à bras le corps par le fils légitime de cette province. Mais lorsque vous faites des choses avec assez de penchant pour certaines provinces, et donc les récriminations, les reproches qui sont faits par les centres kassaïens à ces régimes, notamment spécialement à Félix Tshisekedi, me paraissent légitimes dans le sens que la déception a été constatée et le désespoir est constaté. Merci beaucoup. Nonobstant tout ce que vous avez évoqué ici, quelle chance que vous donnez à ce gouvernement? Bon, moi je pense que... Parce que vous n'allez pas les maudire. Non, malgré qu'il y a... personne ne maudit l'autre. Tout à l'heure, vous m'avez entendu dire que je n'exprimais que ce qui se raconte dans l'opinion au Conseil central. Et donc, si moi j'ai un conseil à donner à ces régimes, à ces gouvernements, c'est de dire clairement que la RDC a été, je vais dire, est restée une et elle doit rester indivisible. Ça veut dire que lorsque vous avez une responsabilité au niveau du gouvernement, il est question d'établir sur des questions fondamentales de chaque région. On ne peut pas tout faire en 1 minute ou au cours d'un mandat, ça c'est vrai. Néanmoins, il faut, néanmoins, il faut que chaque province se retrouve. Ne serait-ce que si vous avez au niveau de chaque province 3 problèmes qui ont été évoqués, s'il y a un problème qui a été réglé, qui a été résolu, je pense que les gens peuvent se dire, on peut espérer. On peut espérer que lors du 2e mandat, il y a nécessité... Les deux autres problèmes peuvent être rencontrés. Mais si vous avez des provinces, durant le premier mandat du président de la République, notamment le nôtre, les provinces comme les nôtres, nous n'avons rien eu du tout. Nous n'avons rien eu, cher ami. Vous avez mais il y a la morgue ici. Vous avez vu, mais c'est ça encore. Vous avez une morgue. C'est le cas de les dire. C'est le cas de les dire. Les gens ont des problèmes. Il y a l'université là-bas qui est en train d'être construite. Je vais rencontrer. Les gens ont besoin de rencontrer les problèmes à rencontrer des solutions à leurs problèmes pour assurer leur vie, mais vous leur construisez des morgues. La symbolique est simplement compréhensible. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, non, s'il vous plaît. Franck, vous me coupez les fils d'idées. Vous me coupez les fils d'idées. Allez-y. Vous me coupez les fils d'idées. Ça veut dire que vous avez des problèmes pour assurer votre survie. Et ces problèmes n'ont pas été rencontrés, mais on vous construit quand même les morgues. Quel est le message derrière? Ça veut dire que vous pouvez mourir facilement, on vous met dans les morgues. C'est clair. C'est clair, cher ami. Donc, vous n'avez pas une autre compréhension que celle-là. Parce que ici, les problèmes que nous avons évoqués au niveau de la région du Kasaï, c'est la libre circulation de personnes, notamment à travers des bouchers, si on avait des routes. Et le deuxième problème, c'est l'électrification de cette région qui est restée dans les ténèbres depuis des lustres. Mais il y a des écoles. Le troisième problème, vous ne les citez pas. En termes, bien entendu, des attentes. Parce que vous savez,
tout ce que vous évoquez renvoie une idée que je dois vous exprimer tout à l'heure. C'est comme quelqu'un qui a faim. Ici, l'aliment de base des centres kassaïens, c'est le foufou. Mais le Bondoy a été créé ici. Un instant, j'ai fini. C'est nous-mêmes qui avons dirigé ces projets. Cher ami, vous me posez des questions pour que j'y réponde ou pour qu'on soit dans un ping-pong. Allez-y. Alors, ça veut dire que nous avons des problèmes. C'est comme quelqu'un qui a faim. Il vous demande son foufou. Son foufou... Qui ne coûte rien. Son foufou chéri. Ouais. Ça veut dire que si quelqu'un vous demande le foufou, vous lui dites non, prends les biscuits. Et tu lui donnes un biscuit, tu donnes un peu de cacahuètes et vous estimez que vous avez résolu le problème. Ce monsieur aura toujours faim. Voyez-vous? Et c'est ça que nous avons eu comme problème ici. Lorsque vous regardez la manière dont notre province a été désarticulée, aujourd'hui, il est difficile. Voilà pourquoi nous avons dit tout à l'heure que le nouveau gouverneur qui viendra, dans l'intelligence avec le gouvernement central, parmi les principales missions, c'est rétablir effectivement la connectivité entre les territoires, les composantes de la province. Mais il y a des gens qui ont fourni un effort dans nos territoires, ne serait-ce qu'à travers l'agriculture de subsistance, qui ont produit leur maïs. Mais comment est-ce que ces produits vivriers peuvent quitter les centres de production vers les centres de consommation? Voilà tout le problème. Ça veut dire que pour que cette province connaisse un début de développement, il fallait que ces routes, notamment la célèbre route Kanan-Kalamambouji, soit effectivement réhabilitée. Mais nous avons perdu du temps, cher ami. Vous avez suivi par exemple qu'il y a les Jeux de la francophonie qui ont été organisés à Kinshasa. Et parmi ces Jeux de la francophonie, il y a eu des bagatelles sommes d'argent, des grosses sommes d'argent qui ont été détournées. Mais cet argent qui a été notamment détourné lors des Jeux de la francophonie suffirait pour finir et terminer cette route Kanan-Kalamambouji. Lorsque vous sentez que le ministre des Finances sortant a été impliqué dans un scandale de détournement des deniers publics et vous calculez ce qu'il a dû effectivement opérer comme coût, vous vous dites que si cet argent était affecté... Ça pouvait résoudre les problèmes de Chit Mbombo. Non, résoudre les problèmes de Chit Katene parce qu'encore Chit Mbombo, c'est un problème sur lequel on doit dire. On ne peut pas ici, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un a faim, voulu proposer un palliatif. Non, ça ne résout pas le problème. Il faut résoudre les problèmes, cher ami. Nous avons un problème de Chit Katene ici. Les énergies devaient être mobilisées qui ne va pas terminer aujourd'hui. Non, cher ami, mais si au premier mandat, les efforts avaient été consentis pour que les débits soient effectifs. En tout cas, on aurait avancé au deuxième mandat du président de la République. On aurait effectivement atteint un pourcentage important. Parce que la question que toutes les autres régions nous poseront après que le pouvoir kassaïen ait pris fin, c'est que vous avez eu le pouvoir, qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que ça aussi, c'est nécessaire qu'on le dise. Toutes ces autres composantes de la RDC qui nous ont vus, nous on parle trop, c'est vrai. On parle trop ici au niveau de la région du Kasaï. Après la fin de ce régime, parce qu'en 2028, connaissant Félix Tshisekedi qui est un démocrate, je ne sens pas en lui la volonté de briguer un troisième mandat. Et donc, si le pouvoir sera parti, il cessera d'être kassaïen. Toutes ces autres régions nous poseront sûrement la question, qu'est-ce que vous avez fait de votre pouvoir quand vous l'avez eu? Donc, à qui est-ce que nous allons poser des problèmes quand le pouvoir cessera d'être kassaïen? Voyez-vous, moi je pense que autant faire répondre aux attentes des autres provinces, mais il y a aussi nécessité de regarder que cette province, le Kasaï central, a été déchirée depuis des lustres. Il y avait nécessité de rencontrer ses préoccupations. Non, on n'a pas demandé trop au président de la République. Les habitants de cette région, les habitants de cette province n'ont pas trop demandé au président Félix Tshisekedi. Ils lui ont demandé seulement deux choses. La route Kanan-Kalamambouji et les barrages Katende. C'est tout ce qu'on lui a demandé. Ça veut dire que si on avait concentré les énergies autour de ces programmes intéressants, il y avait nécessité effectivement, au-delà de la résilience qui a été développée par les centres kassaïens, que la renaissance soit vécue ici au niveau de la région. Parce que finalement, il n'y a pas de vie ici. Vous vivez avec moi ici. Vous voyez comment les gens peuvent être prêts à se rentrer dedans. Parce que tout simplement, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ça veut dire que ne serait-ce que pour manger régulièrement et correctement, les gens ont encore des problèmes en ce 21e siècle au Kasaï central. C'est dit n'importe quoi. Alors qu'on a un président de la République. Et donc, toutes ces questions doivent être évoquées. Parce que comme on dit chez nous, ça veut dire que quand nous aurons honte d'en parler, que nous n'aurons aucune solution à nos problèmes. À vos problèmes. Ça veut dire qu'il faut, lorsque vous avez des soucis,
prendre le courage nécessaire de le présenter. Le président de la République est le garant de la nation. De la nation. Il a les attentes sûrement. Ça veut dire que toutes les provinces de la RDC ont les attentes sur lui. Ils expriment leurs besoins. Il n'y a que lui, l'homme orchestre, avec son gouvernement, qui peuvent trouver des solutions. Mais on ne peut pas comprendre que chez lui, les problèmes sociaux de base continuent à se présenter avec acuité. Voyez-vous, moi je pense que c'est une injustice sociale qui ne peut pousser que à ce genre de manifestations auxquelles on assiste depuis la sortie du gouvernement au Kasaï central. Les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé, les gens ne comprennent pas comment ils ne peuvent pas être honorés, ne serait-ce que par rapport au sens de leur lutte et aux sacrifices qu'ils ont consentis durant tous ces régimes. Merci beaucoup. C'était Voine au micro et devant la caméra de Genor TV. Il a eu suffisamment du temps pour s'exprimer. Parce que c'est lui, c'est comme ça qu'il parle. Il a manifesté son ras-le-bol. Il est venu ici représenter la population centre-kassaïenne. Voilà, ils en parlent. Ce qu'il a dit ici, ce n'est pas lui. Nous vivons à Kananga, moi et lui. Ils en parlent. Partout où je passe, les gens me posent cette question. Pourquoi Fachi nous a abandonnés? Vous défendez Fachi, vous parlez de lui chaque fois. Mais pourquoi il nous a oubliés? Voilà pourquoi je l'ai invité pour qu'il vienne aussi s'exprimer. Vous l'avez suivi, Voine. Vous allez regarder notre caméra. Je vais vous demander d'adresser un message au président de la République. Vous avez déploré la nonchalance du régime par rapport aux problèmes des centres kassaïens. Vous allez regarder notre caméra et vous allez adresser un message au président de la République par rapport à tout ce que vous avez évoqué ici. Regardez notre caméra. Là, bon, Franck, vous vous adressez au président de la République. Qu'est-ce que nous pouvons dire au président de la République? Il sait que lors du premier mandat, il a fait effectivement des déplacements dans l'ensemble de provinces qui composent la région du Kasaï. Et il connaît les préoccupations, il maîtrise effectivement ces attentes qui sont revenues en boucle, le présenter par les citoyens de cette région. Et quelle a été sa réponse lors du premier mandat? Ikalaï ni Lutul. Ouais. Ça veut dire clairement, soyez patients. Et donc, les gens ont été patients et le mandat est fini. Ils n'ont eu aucune réponse à leurs attentes. Je pense que le président de la République doit prendre la mesure de la situation. Prendre la mesure de la situation, ça veut dire qu'en tant que natif d'ici, son père a étudié à Kaboulonda, à Demba. Et il est même né ici. Il est né ici. Maman Marthe d'ici. Félix Tshisekedi doit comprendre que Kaboulonda se meurt. Ne serait-ce que la route qui mène vers les territoires qui a formé son père n'existe plus aujourd'hui. Et donc, toutes ces attentes doivent lui obliger un comportement. C'est quoi le comportement? C'est de penser à répondre aux attentes collectives de la région du Kasaï et aux attentes individuelles selon les particularités de provinces qui composent cette région. Lorsque, par exemple, Félix Tshisekedi peut nous aider en sorte que la route Kananga-Mbujimaï soit réhabilitée, que les gens qui sont à Kananga aient la possibilité d'arriver à Mbujimaï, il aura fait œuvre utile. Lorsque Félix Tshisekedi aura compris que de Mbujimaï, Kananga, Chikapa, parce que déjà à partir de Kamouché, nous avons une route qui est très opérationnelle, qui a été laissée par l'ancien régime dirigé par Joseph Kabila. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'à partir de Kananga, on atteigne Kamouécha pour que ceux qui sont à Kananga puissent arriver facilement à Chikapa? Félix Tshisekedi doit comprendre que pour ce qui est, bien entendu, de l'attente spécifique des centres kassaïens, durant au moins ces mandats, la route Kananga-Kalamambouji qui donne une ouverture à la mer, en passant par, bien entendu, l'Angola, cette route, bien entendu, de Kananga-Kalamambouji doit être réhabilitée. Parce que plusieurs fois dans ses discours, lors du premier mandat, il a affiché clairement ses intentions de finaliser tout ce qu'il y avait comme nécessité sur cette route. Comment est-ce que sa parole n'a pas été honorée? Parce que nous avons appris, quand on était jeunes, que la parole du chef de l'État vaut une loi. Une loi. Comment est-ce que le président de la République peut être arrivé ici plus de 3 fois, peut arriver ici plus de 3 fois et constater qu'il fait des assurances qui n'ont pas été
respecté. Est-ce qu'il a été naïf? Est-ce qu'il n'a pas été respecté par le membre de son régime? Il doit s'impliquer sur des solutions structurelles, mais aussi des solutions conjoncturelles de cette région du Kasaï. Et donc, en cela, il aura au moins honoré la mémoire de son père qui a étudié ici, qui est de cette province, lui-même est natif d'ici. Maman Martoussi. Et donc, il aura répondu à toutes ces attentes. Lorsque vous prenez la route qui mène vers Mbujimaï, vous passez par Kabeya Kamonga par exemple, vous dites, la population riveraine vous pose la question claire, que depuis 1972, Mobutu avait un projet de mettre le Magadam sur cette route. Mais simplement parce que Félix Tshisekedi et parce que Étienne Tshisekedi était opposant, le projet a été détourné. C'était une injustice qu'on avait subie. Ces gens, lorsque vous êtes sur cette route de Kabeya Kamonga, ils vous disent, vous passez par Moupompa chez lui. Les gens vous disent clairement que cette route, parce que vous trouvez les graviers sur la route, les gens vous disent clairement que cette route n'a pas été construite parce que simplement Mobutu a estimé qu'on ne peut pas construire pour des opposants. Mais aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que vous faites pour que pour que la mémoire de votre père soit honorée? Et donc, toutes ces questions doivent être rencontrées par le président de la République. Nous avons un problème d'électrification ici. Et donc, ne serait-ce qu'à partir du barrage Katende, nous avons la possibilité de relancer la vie dans cette région. Nous avons la possibilité de relancer l'économie de cette province et permettre en sorte que la population vive et ne s'inquiète plus de rien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez suivi l'intervention de notre invité. Nous vous disons sincèrement merci. Merci. Et tout ce que moi je peux vous demander, c'est de partager massivement les liens de cette émission. Genor TV vous dit sincèrement merci. Non, c'est moi qui... d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est moi qui remercie Genor TV de la nouvelle confiance placée, parce que j'ai toujours dit, comme je l'ai dit plusieurs fois que j'étais ici, que cette chaîne apporte une nouvelle révolution dans la manière de faire le travail des journalistes dans notre région. Et donc, les gens qui nous suivent d'ici et ailleurs ont tout intérêt, effectivement, à aimer, partager, effectivement, les contenus qui sont proposés par cette chaîne. Et je vous remercie, effectivement, pour le génie. Parce que, très souvent, comme on disait, qu'est-ce qui peut sortir des bons de la région du Kasaï. Donc ça on disait, mais aujourd'hui que les gens qui sont éparpillés à travers le monde aient la possibilité de se faire une idée de ce qui se passe chez nous, je crois que c'était un apport important que vous avez apporté, cher Franck. Mais le problème c'est qu'ils ne nous soutiennent pas. Non, mais c'est cela. Donc ça veut dire que l'invitation que nous lançons doit être renouvelée. Cette invitation, c'est de dire aux gens que vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir une idée claire, parce qu'à partant bien entendu, partant bien sûr des émissions que nous avons produites ici, les gens qui nous ont suivis à travers le monde m'ont contacté personnellement pour nous dire, mais enfin, nous avons la possibilité d'avoir une idée claire sur le fonctionnement des Kananga, sur le fonctionnement du Kasaï central, pourquoi pas de la région du Kasaï entière, qui est aujourd'hui démembrée avec à peu près cette province. Et donc, je pense que ne serait-ce que par cette possibilité que vous leur offrez de regarder et de se faire une idée de ce qui se passe ici, ils ont aussi en retour l'obligation morale, effectivement, d'apporter un soutien massue à Genor TV. À Genor TV pour que cette chaîne vive et qu'elle brille davantage. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, cher Franck. Et je remercie toute l'équipe. L'équipe de Maestro, Stani et Bernice Yamba. Voilà. Merci. Encore une fois, merci, cher.